Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de la société Audace Digital Learning. Le webinaire va être consacré essentiellement à l'immersive learning et aux 10 bonnes raisons de l'adopter. Nous allons essayer de vous donner des clés pour pouvoir mieux appréhender cet objet, mieux l'intégrer dans vos dispositifs et on va essayer de vous donner envie de le faire. Je vous présente Yann Leurent, qui est ingénieur avant-vente chez Audace, qui pourra répondre également à l'ensemble de vos questions à la fin du webinaire. Il sera également à votre disposition pour aller plus loin dans les discussions après le webinaire. Et moi-même, je suis Jérôme Poulain, directeur associé de chez Audace, et je suis plus spécifiquement compétent sur les problématiques de pédagogie. Voilà, attaquons et puis gardez en mémoire vos questions. Vous pouvez les glisser dans le chat qui se situe en haut à droite et j'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi si le son est correct, si l'image est bonne, ça me rassurera et en même temps, je pourrai me concentrer sur le contenu. Bonjour à tous, alors moi c'est Nathalie de Hurtevent, je suis également de chez Audace, je suis derrière la petite caméra barrée que vous voyez au-dessus de Jérôme et Yann sur le côté. Voilà, je suis en backup au cas où, je diffuserai quelques sondages au cours de la présentation et interviendrai pour soulever certaines questions qui sont posées si besoin. Voilà, je laisse la parole à Yann et Jérôme du coup. Parfait. Eh bien, attaquons, Nathalie, par la seconde diapositive, s'il te plaît. Voilà, je vais introduire ce webinaire en vous parlant très rapidement de Audace. Audace est une société de digital learning qui conçoit et développe des outils de formation, de prévention à destination des professionnels dans l'ensemble des domaines de l'industrie de la santé. Nous avons 25 ans d'existence, à peu près, un peu plus, et nos compétences commencent dans la création de modules de formation e-learning, également les serious games, en apportant nos compétences de gamification des dispositifs. Nous travaillons également sur la partie immersive learning avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, ainsi qu'une gamme de simulateurs d'engins. Donc là, ce sont des simulateurs à la conduite avec une interface et un logiciel. Et puis, il y a une autre division chez Audace qui s'occupe de communication. C'est toujours intéressant de le savoir, car parfois, pour qu'un dispositif de formation fonctionne, eh bien, on s'appuie sur l'équipe communication qui conçoit les bons outils pour favoriser sa mise en œuvre sur le terrain. Ça, c'est la diapo suivante. Nos clients sont assez hétérogènes. Nous avons grandi dans le monde de l'industrie, il est vrai. Nos premiers clients étaient des sidérurgistes et le monde de l'automobile. Mais nous avons élargi en fait notre champ opérationnel avec l'ensemble des énergies, le monde de la logistique, le monde des transports. Plus récemment, le monde de la formation continue qui s'est approprié les outils de digital learning, alors peut-être un peu plus tard que les industriels, mais aujourd'hui, ils sont très actifs et donc nous travaillons pour eux. La formation initiale également, qui a embrassé ce type d'outils et enfin, un panel, on va dire, de clients un peu divers et variés, dans le monde, de la grande distribution ou encore des parcs de loisirs. Nous appuyons également, notre chiffre d'affaires sur, des contrats cadres que nous signons de manière biannuelle ou triannuelle, avec ces clients, des clients comme Air France, l'Astral, le CNFPT, l'EFS pour la transfusion sanguine, Naval Group dans le monde du militaire, des organismes de type Ocapia, qui gèrent la formation, Orano dans le monde du nucléaire, RTE que vous connaissez, SNCF et Total Énergie.
Voilà, donc pour introduire en fait l'immersive learning en quelques mots, il est important de replacer en fait le type de dispositif que représente l'immersive learning. Donc immersif vient du mot grec immergo, qui veut bien signifier je suis au sein, je suis dans en fait la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en prise avec mon environnement, mon environnement me recouvre, je ressens mon environnement, je l'entends, je le vois, je le perçois. Donc, ce mot est assez bien trouvé pour parler effectivement d'environnement immersif, puisque c'est ce qu'on va proposer. Dans les environnements immersifs, on va retrouver trois grandes catégories de dispositifs. Les dispositifs en réalité virtuelle. Donc, nous avons un casque dans lequel Alors, je crois que la connexion... Oui, la présentation a commencé. Il me semble que nous avons perdu Jérôme et Yann. Est-ce que vous me le confirmez? Oui. Alors, je vous demande un petit instant. Je vais régler ça de suite. Je les reconnecte avec nous. Je vais nous excuser pour ce petit... Voilà. Jérôme et Yann sont de retour. nous sommes de retour. Excusez-nous. Désolé. Voilà, ce sont les petits problèmes du direct. Donc, nous avions commencé à exprimer les différents types de dispositifs immersifs. La réalité virtuelle dans un casque de réalité virtuelle, je vois un environnement virtuel, mais je suis coupé de la réalité. La réalité mixte, je vois un environnement virtuel ou des objets virtuels, mais je peux voir également l'environnement réel qui m'entoure, les vrais objets, mes mains par exemple, et la réalité augmentée qui va plutôt utiliser un dispositif de type smartphone ou tablette pour augmenter la réalité, ce que je vois avec des objets, des interactions et des aventures. Voilà pour les trois types de dispositifs. Alors, ils sont intéressants pour plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est qu'ils permettent souvent de révéler l'invisible. Donc, on peut voir ce que normalement on ne voit pas, hein. Je pense par exemple d'un gaz, par exemple. On peut imaginer faire apparaître un gaz. On peut vivre des situations et des événements un peu critiques également, sans risque pour soi-même ou pour les autres. On peut s'entraîner à un protocole ou un acte sans mobilisation réelle des personnes ou des moyens de production. Donc, c'est aussi un élément fort intéressant, on le verra tout à l'heure, notamment quand on calcule le ROI. Et on peut également, de manière très fine, analyser et évaluer les connaissances et les compétences de la personne qui suit le dispositif, puisqu'en fait, on va pouvoir tout enregistrer et puis, à partir de là, traiter les données et donner des feedbacks. Passer à la diapo suivante. Jérôme, je peux peut-être suggérer que vous coupiez votre micro, enfin pardon, votre caméra, comme ça on gagnera peut-être un petit peu en flux, même si là c'est très bon, mais on évitera d'autres. D'accord, on le remettra au moment des questions-réponses. Voilà. Ça sera plus pratique. OK. Voilà, si tu veux bien passer à la diapo suivante, Oui. s'il te plaît. Vous la voyez ou pas? Hop. Est-ce que vous la voyez bien? Excusez-nous hein, pour ce petit. Voilà. Elle est Très là. bien, parfait. Alors, cette diapo, nous avons souhaité vous la présenter essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que les études montrent qu'il y a une véritable poussée mondiale dans la diffusion des outils immersifs dans les grandes entreprises. Nous voyons effectivement des chiffres qui sont déjà impressionnants, car il faut recontextualiser l'arrivée de l'immersif, c'est il y a quelques années, hein, simplement. Et pourtant, effectivement, déjà des pourcentages d'utilisation dans les grandes entreprises assez importants, puisque 51%, si on considère que le dispositif a véritablement que 3-4 ans de vie, c'est que c'est vraiment aujourd'hui considéré comme stratégique par ces grandes entreprises. Yann reviendra sur l'étude qui est proposée juste après, donc sur une autre diapositive. Alors, effectivement, donc on n'est pas sur un mouvement de mode, on est sur une vraie révolution, comme l'a été en son temps l'arrivée du smartphone, qui a véritablement révolutionné notre manière
de travailler notre planification, notre organisation, nos relations professionnelles. Et même si effectivement, de nouveau, l'objet est individuel, hein, par exemple le casque, le bénéfice, lui, est véritablement collectif pour les entreprises. Ça permet également de rapprocher ce qui était éloigné et épars. C'est-à-dire que si j'ai un casque et que quand je chausse le casque, je me retrouve dans un environnement avec d'autres collègues et on peut partager des choses, eh bien effectivement, la notion de frontière, tout en restant dans un environnement partagé, s'effondre. Et donc ça a vraiment des aspects intéressants dans l'entreprise. Et ça permet également de découvrir et d'expérimenter ce qui est normalement difficilement accessible. Hein, si je souhaite découvrir un environnement dans lequel je travaille, par exemple, je travaille chez Total, je travaille à la Défense, et bien, grâce à ce type d'outils, je peux quand même aller expérimenter, par exemple, une plateforme offshore et comprendre mon métier au plus près du terrain. On va passer à la diapo suivante, Nathalie. Enfin, à 2 diapos suivantes même, puisque la prochaine, c'était l'introduction aux 10 avantages clés de l'immersive learning. Alors, voilà. Première diapositive véritablement intéressante sur le fond, nous parlions tout à l'heure de ressentir les environnements, ressentir les actions, ressentir mes interactions, ressentir mes décisions. C'est-à-dire, constater ce que je peux faire. Et là, effectivement, on voit que la réalité virtuelle fait appel à plusieurs fonctions. D'abord, la fonction motrice, puisqu'en fait, il y a un véritable engagement du corps dans l'action avec le casque de réalité virtuelle, puisque je peux être debout, par exemple, et je vais m'engager dans l'action. Je peux utiliser mes jambes, mes mains, etc., mon corps tout entier. Il y a un engagement de la force, hein, puisqu'on peut utiliser la force dans le cadre de périphérique avec retour de force pour expérimenter effectivement l'action que je vais mener et ressentir véritablement la puissance que je dois donner pour une action spécifique. Je vais naturellement développer mon habileté. On avait vu lors d'un webinaire précédent, je vous renvoie vers les webinaires qui se situent sur notre chaîne YouTube, où plusieurs études de médecine américaines avaient montré que les personnes utilisant ce type d'outils, et ayant grandi avec ce type d'outils à la pratique, et à l'entraînement, des actes de chirurgie, avaient beaucoup moins, d'incidents, liés, à leur habileté durant les opérations. C'est également la capacité de résistance à l'effort, c'est aussi, le fait de pouvoir acquérir, une practice, un geste, une répétition, mais de manière automatisée et précise. Il y a également les fonctions émotionnelles, puisque quand je chausse le casque, je vais aussi pouvoir travailler sur ma confiance en moi et également envers les autres. Alors pourquoi? Parce que quand je chausse le casque, je suis plongé, comme on l'a dit tout à l'heure, immergé dans l'environnement et je vais ressentir des émotions très, très vite qui vont faire que très vite je vais me concentrer et très vite je vais être sérieux au point de, véritablement, générer un stress positif par rapport à la formation. Ça va permettre effectivement de fixer les notions et d'obtenir un engagement apprenant nettement supérieur à une simulation, par exemple sur maquette. Le développement également de sa vigilance, puisque un environnement immersif, c'est une géode de 360°. Donc, le danger peut arriver de partout. Je vais devoir véritablement être en alerte sur un risque qui peut venir de l'arrière, de dessus. Je vais être en alerte également au niveau des sons que je vais entendre, puisqu'on peut spatialiser le passage, par exemple, d'un train de gauche à droite. C'est assez facile à faire ce type d'expérience aujourd'hui. Je vais pouvoir faire l'expérimentation de mes limites. Je pense par exemple, à des scénarios où, on va tester, par exemple, le dégoût d'une personne par rapport à différents types d'objets ou alors une peur qui peut être liée, par exemple, au travail en hauteur. Effectivement, ces éléments-là vont permettre de tester la personne, de le révéler et pourquoi pas de travailler de manière thérapeutique sur, ses angoisses.
Enfin, la captation de données physiologiques peut être connectée à la réalité virtuelle et nous permettre d'acquérir un certain nombre de données biométriques qui vont nous aider à comprendre et à analyser la pratique de l'apprenant, notamment au travers d'un rythme cardiaque, d'une conduction électrique, de sa température. Tout ça va nous donner des indices qui permettent de voir son niveau de réaction, son niveau de stress par rapport à, par exemple, un risque rencontré. Enfin, les fonctions sensorielles, alors très importante puisque effectivement l'idée de ressentir son environnement, d'être ambiancé en fait, via le son, les vibrations, la température, l'odeur, hein, puisqu'il y a également maintenant la possibilité de coupler des diffuseurs d'odeur sur les casques. Ça permet effectivement de mieux ressentir les objets et de permettre à la personne d'être dans une relation qui est beaucoup plus émotionnelle. Et on sait que quand je suis moi-même acteur de ma pratique, je suis acteur de ma formation, eh bien le taux de mémorisation est toujours nettement supérieur à simplement un objet que j'entends ou un objet que je vois. Voilà, ça sont des éléments qui permettent d'avancer sur ce sujet. Alors, c'est vrai que, une étude également, qui avait été menée, par une experte qui est assez reconnue dans le domaine de la réalité virtuelle, Corinne Olbrich Pagano, qui, avait, identifié en fait, 3 principes fondamentaux, pour que, la réalité virtuelle fonctionne, dans les dispositifs, éducatifs. Le premier, c'est le réalisme. C'est créer des environnements dans lesquels nous sommes immergés qui ressemblent à la vie réelle. Alors, il ne faut pas négliger cette partie-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'économie d'avoir un environnement qui est pseudo-réaliste. Non, plus le réalisme est fort, plus le ressenti est fort, plus l'immersion est profonde, plus l'apprentissage sera facilité. Le second, c'est la réussite. Hein, mais au sens du mot anglais, c'est-à-dire comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire, c'est, proposer en fait, des mécaniques qui permet à la personne de vivre et de ressentir et d'être acteur de ses succès. Donc il réussit à aller jusqu'au bout, il réussit la mission, il réussit le geste. Il le réussit de mieux en mieux, qu'au fur et à mesure, il se corrige et il s'améliore et tous ces ressentis, toutes ces réussites, pardon, vont favoriser véritablement l'apprentissage. Et enfin, ce qu'on va appeler la présence, et c'est la capacité en fait de l'apprenant d'être immédiatement immergé, immédiatement en connexion avec l'environnement. Et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le niveau de réalisme est fort, plus la personne sera connectée, donc plus elle sera en présence au sens de je vis l'événement au présent. On va passer à la diapo suivante. Alors, apprendre par l'expérience. On voit ici la première, le premier schéma sur la partie, gauche qui est, finalement la pyramide de Bloom qui est très connue en pédagogie et en fin de compte, on voit que cette pyramide se fusionne très, très bien avec les éléments, constitutifs de l'immersive learning. On peut effectivement observer et donc théoriser, mais par l'observation et la pratique, on peut explorer, donc tout ce qui est, pédagogie behavioriste, sont, se s'abreuvent, on va dire, de ce type de technologie que sont, les dispositifs, RVRM. Hem et on va pouvoir également transférer la théorie aux situations, pratiques, de manière, toujours concrète, repérer des éléments, comprendre leur signification, être véritablement dans l'analyse, voire même dans la synthèse, qui est très rare en objectif pédagogique, hein, d'arriver à ce niveau-là, d'objectifs, mais ça s'intègre parfaitement dans une expérience de verre. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, intégrer de la complexité, et donc cette complexité, cette multitask, cette multi-chose à analyser et à comprendre, on va pouvoir donc les synthétiser de manière à se créer son processus et comprendre la manière dont, on analyse, par une vision critique, la situation et comment on prend des décisions. Enfin, heu et c'est pas le moindre des avantages,
c'est que l'apprenant va pouvoir évaluer, mais s'évaluer lui-même et permettre en fait de progresser, d'auto-progresser via des niveaux, mais on va le voir après, également via des ressorts techniques qui peuvent être des apports par des algorithmes, par de l'IA, et finalement de l'évolution, de la mutation de l'expérience selon la pratique, selon le niveau en fait de la personne, et on va pouvoir la faire progresser et au fur et à mesure augmenter le niveau de difficulté de la situation, ou au contraire baisser le niveau de difficulté parce que effectivement la personne finalement on pensait qu'elle était à ce niveau-là, mais elle n'y est pas. Et donc les outils peuvent s'adapter et être efficaces à ce niveau-là. Euh, je pense que tu peux commenter, Yann, la partie vraiment étude, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a une étude très intéressante qui a été menée par PwC. Alors nous, on avait déjà un petit peu ce ressenti à travers tous les projets qu'on a fait pour nos clients. Ah, voilà, on est convaincu depuis bien longtemps de l'intérêt et de l'efficacité des technologies immersives dans la formation, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des grands cabinets qui s'intéressent à ça, qui font des études sérieuses sur des dizaines, des centaines de projets et des milliers de personnes pour se rendre compte qu'effectivement, l'efficacité de la réussite de la formation, ça passe par un plus grand niveau de concentration, des formations plus courtes, mais avec des contenus plus riches. Euh, et aussi un élément super important qu'on avait nous-mêmes ressenti, mais un peu de mal à quantifier, c'est la facilité de l'apprenant de passer de l'environnement virtuel à l'environnement réel quand il va aller faire sa mission. On l'avait ressenti avec un projet où l'utilisation de la réalité virtuelle avait réduit énormément le taux d'abandon pendant la formation. Alors l'entreprise investissait, c'est Bridgestone, hein, donc l'entreprise investissait énormément sur des nouveaux embauchés qui finalement abandonnaient parce qu'ils se rendaient compte que soit ils avaient peur de l'industrie, ils avaient peur des machines, et en fait, le fait d'utiliser la réalité virtuelle avait permis de faire un petit peu cette transition et de faciliter en fait leur prise de poste. Donc voilà, il y a d'autres éléments aussi importants dans cette étude. Mais nous, on reviendra un petit peu sur d'autres éléments comme la durée de la formation, le gain, qui vont arriver dans les autres avantages. On peut passer à la diapo 3. Merci Nathalie. Alors effectivement, ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, ça fait l'objet de beaucoup de tribunes. C'est la fameuse mémoire à long terme, hein, euh, une mémoire acquise par la mémoire procédurale. Alors, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a mis en avant pendant des années le transfert de compétences via en fait beaucoup de modules qui théorisaient chacune des actions et qui les présentaient de manière assez euh, abstraite. Effectivement, la fin du compagnonnage dans beaucoup d'industries ont montré qu'il y a eu une véritable carence de l'acquisition, non pas du savoir, mais du geste. C'est-à-dire, je sais ce que je dois faire, mais comment je dois le faire? Tourner une manivelle, je sais que je dois la tourner pour fermer ou pour ouvrir une vanne, mais à quelle vitesse, quelle force je dois, à partir de quel moment je vis la situation de manière anormale. Tous ces gestes-là, qui étaient des gestes qui font appel en fait à des mémoires de pratique et de mémoire de l'habileté, avaient finalement n'étaient plus enseignés. Et donc aujourd'hui, on remet sur la table effectivement le besoin de travailler ce type de mémoire également. Alors, on a chez Audace conçu une petite taxonomie des usages, on va dire, les plus fréquents ou tout au moins ceux qui permettent un ROI immédiat. Et on va retrouver cette taxonomie sous la forme des 4 R que nous proposons. Alors, le premier R, ce sont des environnements risqués.
en l'occurrence où je dois apprendre, mais dans un environnement finalement qui est beaucoup trop dangereux pour que je puisse y aller pour apprendre. Donc je suis obligé de tout faire, soit via des films, soit via de la théorie et des schémas. Et en fin de compte, la réalité virtuelle, elle permet effectivement quand même d'aller s'immerger dans le vrai environnement, sans risque bien sûr, mais en pouvant pratiquer effectivement exactement les actions que je dois réaliser, avec parfois même la capacité de ces outils-là à mettre une véritable pression ou à ressentir l'environnement risqué. Le second environnement, c'est un environnement répétitif. Alors quand on dit répétitif, c'est parce que je dois réaliser un geste technique, mais je dois le réaliser pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais des centaines de fois et acquérir cette mémoire procédurale du geste permet de stabiliser une gestuelle qui va permettre la qualité, au niveau de l'objet, de production réalisé. Mais c'est aussi, peut-être un confort de soin, par exemple, hein, quand effectivement, via la réalité virtuelle, travailler sur, des actes, de soins, permet effectivement, de soulager le patient car, le personnel, soignant, même s'il est, débutant, aura acquis un certain nombre d'habiletés, un certain nombre de gestes répétitifs qui permettront de piquer sans douleur, par exemple. La répétition, c'est le troisième objet où, ce type de dispositif immersif est particulièrement recommandé. Donc quand on prévoit une opération, sensible, eh bien, je vais pouvoir m'entraîner à réaliser cette opération. Donc là, je suis en amont. Là, en l'occurrence, je vais juste prendre l'exemple, mais on le verra tout à l'heure, mais là, on est sur un dispositif de type, jumper dans le monde du nucléaire. Je vais devoir, sauter dans un générateur de vapeur. C'est radioactif, je dois y rester le temps le plus petit possible, mais je dois réaliser un certain nombre de manipulations à l'intérieur. C'est petit, c'est confiné, c'est peu éclairé, il y a un niveau de stress extrême. Et là, ben, justement, la réalité virtuelle va permettre de s'entraîner à ça, de se familiariser et puis aussi d'avoir un peu moins peur d'y aller parce qu'on aura répété 10 fois, 100 fois le geste. Et enfin, le dernier cas où ça tombe sous le sens, eh bien, effectivement, c'est quand les conditions d'exercice sont soit pas reproductibles ou difficilement reproductibles ou rares. Notamment, ben, par exemple, je dois réaliser une intervention dans un lieu où normalement on ne peut pas y aller. Eh bien, je vais pouvoir m'entraîner en réalité virtuelle à le faire avant d'y aller et je ne découvrirai pas l'environnement et tout le stress et les cas spécifiques, les aléas du lieu, avant de pouvoir pratiquer mon intervention. Et donc l'idée est vraiment, c'est ancrer, au sens un peu de la PNL, c'est véritablement ancrer, la connaissance, le geste, l'habileté, pour que l'apprenant soit, le plus opérationnel possible et prenne le moins de risques, possible. Non, heu effectivement, on a ici, en fait, des situations où, i le dispositif peut être, de réalité virtuelle notamment, par exemple, hein, mais ça peut être aussi de la réalité mixte, ou de la réalité, augmentée, hein. Les 3 sont possibles, on le voit ici. Bah, je vais peut-être laisser Yann commenter la diapositive. Ouais, donc on a en réalité virtuelle, on peut, vraiment mettre l'apprenant face à des situations dangereuses. Parce que, il y a des métiers qui, requièrent de se placer souvent dans des situations dangereuses. Alors, elles sont soit dangereuses liées, aux besoins de la mission, mais ça peut être aussi, lié à l'environnement dans lequel on va faire notre mission. Donc ça peut être, dans le BTP, dans l'industrie, dans la logistique, heu, mais ça peut être aussi, dans les bureaux. Alors là, ça va plutôt être on travaille sur des procédures de sécurité incendie, d'évacuation, ce genre de choses. Et tant qu'on n'a pas vécu, les dangers, et qu'on ne sait pas mesurer à ces dangers-là et voir comment on réagit, on peut pas être sûr que le jour où ça arrivera, on saura réagir comme il faut.
c'est l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que non seulement on peut confronter au danger, mais on peut aussi voir comment la personne réagit et lui expliquer. Alors lui expliquer comment réagir, hein, protéger, alerter, secourir, c'est toujours la base. Mais on va aussi en travailler en amont et faire de la prévention pour éviter que les dangers arrivent. Et ça permet d'adapter les comportements. C'est pas toujours le sujet principal de la formation. Le besoin, c'est pas toujours de former à un risque et réagir à un risque. Mais ça peut s'intégrer dans un scénario de formation sur, bah, par exemple, une procédure de consignation électrique. Bon, forcément, on va travailler sur le risque, mais on va aussi travailler sur comment réagir. Mais on peut avoir des situations complètement anodines, comme le travail dans un entrepôt logistique. Euh, la mission, elle n'est pas dangereuse en soi, mais autour de nous, il y a des chariots qui circulent. Et donc, on va en même temps qu'enseigner à l'apprenant son métier, on va aussi lui enseigner comment se protéger et comment réagir en cas de danger. Donc voilà, les expériences en réalité virtuelle peuvent on peut faire d'une pierre deux coups avec ces contenus. On va passer à la diapo suivante, Nathalie. Parfait, merci. Alors, l'avantage de la réalité virtuelle et surtout le sur-mesure, c'est qu'on peut personnaliser la formation à souhait. Nous, on crée, enfin en tout cas chez Audace, on crée les expériences de A à Z pour nos clients. Alors, on repart pas de la feuille blanche, hein, on récupère un bon nombre de choses qu'on a déjà créées, que ce soit des petits éléments 3D ou des scènes 3D qui sont réutilisables, mais on va quand même les adapter pour le besoin spécifique du client. Et bien sûr, alors au-delà de l'environnement visuel, sonore, on va avoir bien sûr les scénarios de formation. Ça peut être voilà, des scénarios où tout va bien, le cas classique. Alors souvent, ça commence comme ça, hein. On commence par enseigner. Bon, bah, vas-y, voilà comment, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de problème, apprends la procédure. Et puis, on va commencer à complexifier avec des choses un peu inattendues, des aléas, des événements qui se passent. On va pouvoir tester la réaction, la vigilance de l'apprenant. Tout est personnalisable. On peut même venir mettre des algorithmes dans les scénarios qui vont gérer la difficulté de l'apprenant, de la difficulté du scénario pour l'apprenant. On peut se baser sur ses résultats passés pour décider bah, pour le prochain scénario, voilà ce qui va se passer, ça va être plus compliqué que le scénario précédent. Ou s'il y a des parties qui sont maîtrisées, eh ben, on va maintenant se concentrer un peu moins dessus pour se concentrer sur les parties qui sont moins maîtrisées. Donc, on parle pas encore d'intelligence artificielle, ça va encore pour d'autres choses. Mais là, des algorithmes simples basés sur des statistiques des utilisateurs permettent d'adapter les scénarios pour eux. Alors, bien sûr, on peut aussi laisser la main pour le formateur, hein. Alors, le formateur est complètement intégré dans le dispositif de réalité virtuelle et il est intégré selon les besoins de la formation ou du formateur ou de l'entreprise. On peut choisir le niveau de feedback intégré à l'outil. Est-ce que c'est l'outil qui va venir corriger ce que fait l'apprenant, évaluer ce que fait l'apprenant? Est-ce que c'est le formateur ou est-ce que c'est l'ensemble des deux? Généralement, on place le curseur où on veut entre des feedbacks automatisés dans l'outil ou des feedbacks encore à la main du formateur. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut avoir des formations finalement où l'apprenant il est 100% autonome avec son casque de réalité virtuelle, ou on peut avoir des formations où le formateur peut avoir un ou plusieurs apprenants en simultané. Il va avoir à sa disposition des datas qui sont mis en valeur par l'outil, qui sont transmis au formateur sur son interface, hein. Ça peut être sur un ordinateur, sur une tablette. Le formateur peut même peut-être carrément s'immerger en réalité virtuelle avec l'apprenant. Il met un casque de réalité virtuelle, il peut voir ce qui se passe à la première personne. Et comme ça, on a un outil totalement sur mesure pour le formateur. Le formateur, de toute manière, c'est indispensable de prendre en compte tout tous ses avis pendant la conception de l'outil, parce que c'est lui qui va rester maître de la formation.
Voilà, donc l'apprentissage autodirigé, bah ça, effectivement, si on fait des modes de jeu, un mode de découverte, un mode confirmé, un mode évaluation, euh, l'apprenant peut apprendre tout seul pas à pas jusqu'à aller à s'évaluer et retenir à 100% du contenu. Voilà, et Jérôme en avait parlé tout à l'heure aussi, on peut intégrer des données biométriques. On peut, alors ça, c'est pas dans tous les projets, hein, ça c'est pour quelques projets très spécifiques où le niveau de stress doit être mesuré en temps réel. Ça peut être d'autres choses ça peut être aussi, on avait fait pour Orano, ce que les doses de radioactivité qui sont prises par l'utilisateur, plutôt sur des contenus en réalité augmentée ou réalité mixte pour le coup, parce qu'on est dans l'environnement réel. Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, avec les technologies, on peut faire énormément de choses, que ce soit avec les casques de réalité virtuelle qui sont de plus en plus riches, sans pour être de plus en plus chers. C'est ça qui est bien. Et les outils de programmation qui sont aussi de plus en plus riches, avec lesquels on peut intégrer des choses complémentaires qui sont des logiciels externes, des intelligences artificielles, ce genre de choses. Donc il y a vraiment plein de choses à faire sur le plan du sur-mesure. Je sais pas, Nathalie, est-ce que tu souhaites peut-être communiquer sur les sondages qui sont en cours ou on passe à la diapo 6? J'ai effectivement réalisé un sondage et demandé si les participants avaient déjà utilisé des technologies immersives dans le cadre de la formation professionnelle au sein de leur entreprise et tous ont répondu non. Donc voilà, c'est une première. Donc voilà, j'avais d'autres questions sous-jacentes sur les défis ou obstacles qu'ils auraient pu rencontrer, etc. Mais voilà, comme ce sont des personnes qui sont essentiellement là pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je n'ai pas lancé encore d'autres sondages. Mais n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou alors de vos questions sur le chat. Hein, on peut y répondre au fur et à mesure de la présentation. Ok, ça marche. Alors, dans cette diapositive, on va aborder quelque chose qui est vraiment aussi important si l'on veut justement arriver à justifier le fait qu'on souhaite mettre en place un dispositif immersif. C'est la mesure de la performance. Alors, autant dans certaines formations où le formateur est quasiment seul juge de la performance de l'apprenant et il le fait de manière plus ou moins rationnelle, avec parfois des grilles d'évaluation, par l'observation, effectivement, par l'observation d'un résultat, mais la réalité virtuelle, elle, permet vraiment de tout capter. Capter, à la fois, le temps de réaction de l'apprenant, le temps de réaction par rapport à un objet, une question, une interaction, capter le temps également d'action, que va réaliser l'apprenant pour pouvoir, réaliser cette action, mais aussi, le temps, nécessaire pour l'ensemble du dispositif. Est-ce qu'il est compatible avec, la compétence qu'on souhaite acquérir? Est-ce qu'on lui laisse le temps, d'apprendre ou pas? Est-ce qu'on lui laisse le temps d'expérimenter? Combien de temps? Enfin, tous ces éléments de temps sont, vraiment, captés par le logiciel qui lui, enregistre tout et restitué sous la forme soit d'input pendant la formation. Donc, je peux avoir un message, hein, si je vois par exemple que l'apprenant ne progresse pas, eh bien, je vais venir lui donner des indices sur ce qu'il faut faire selon son niveau. Ces indices vont être forcément enregistrés. Donc, ce n'est pas du tout pareil un apprenant qui a progressé avec indice que celui qui progresse seul, naturellement, dans l'acquisition de sa compétence. Ça peut être également des inputs liés en fait à l'environnement, donc faire un appel à la vigilance, par exemple. On parlait tout à l'heure de la coactivité, hein, donc je suis en train de bien faire mon travail, je suis dans la logistique, je suis piqueur,
je suis en train de produire mon colis. Je fais ça très bien depuis le début. Donc, sur un point de vue purement métier, c'est pas mal. Mais effectivement, eh bien, à 2 occasions, j'ai manqué de me faire écraser par un chariot qui passait parce que je suis mal positionné dans mon environnement. Et ces éléments-là, on va pouvoir les capter également, capter la mobilité, le positionnement de la personne. Ce sont des éléments aussi, forcément importants. Hem, on va pouvoir aussi acter via les inputs la réussite. On va pouvoir, soit, identifier la réussite, par rapport à l'action, mais aussi, véritablement faire que cette réussite devienne une récompense. C'est-à-dire que je capte et je propose en fait tout un ensemble de badges de compétences successifs, voire même je peux aller jusqu'à la micro-certification. C'est-à-dire que j'ai une habilité, je crée une micro-certification liée à cette habileté, à cette compétence métier et à la fin de l'expérience, de réalité virtuelle, quand j'aurai passé en fait l'ensemble des niveaux réussis, eh bien je peux, acquérir cette micro-certification. Ça peut être aussi naturellement, des feedbacks, asynchrones. À savoir que, je peux, proposer au formateur et à l'apprenant un tableau de bord qui reprend en fait l'ensemble des éléments constitutifs, de la mission et puis, proposer une évaluation à chaque niveau sur, les temps passés, les gestes techniques, le positionnement, le travail avec les autres, le respect des protocoles, le respect de la sécurité et cetera et cetera. Ce tableau de bord pouvant être évolutif naturellement au fur et à mesure des missions et donc devenir, véritablement un objet qui permet de valoriser la progression de l'apprenant. Mais ça peut être aussi un leaderboard. Si je suis en multi-apprenant et que je greffe une petite notion de compétition entre les apprenants, je peux aussi avoir un leaderboard de ceux qui ont réalisé telle mission, qui sont arrivés à tel niveau. Leaderboard qui peut également être du coup assez, moteur pour que, quand on voit que son collègue, a réussi le second niveau et qu'il l'a réussi dans tel temps avec tel, résultat, eh bien, ça peut être moteur pour qu'on essaie soi-même de le faire. Voilà, ce sont différentes approches, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, mais la mesure de la performance est au cœur de nos dispositifs de réalité virtuelle. Ils se pensent toujours en amont, naturellement, de l'expérience, hein, donc c'est un élément, véritablement fondamental du cahier des charges, qui doit être présent pour que ça puisse se dérouler de manière correcte. Ouais, je rajouterais juste que pour tout ce qui est mesure de performance, maintenant, les nouveaux outils permettent aussi d'envoyer ces informations-là sur des plateformes de suivi des apprenants qu'on appelle généralement des LMS. Donc maintenant, il est possible d'interfacer les contenus de formation en réalité virtuelle avec les plateformes de suivi des apprenants. Donc, c'est pas des choses qui sont intégrées de manière native dans les logiciels, mais on peut les rajouter grâce à quelques petits développements informatiques. Voilà, donc dans cette 7e diapo, on va, aborder un autre point, c'est celui d'en fait de la capacité de ces outils, à rendre la formation accessible, partout, pour tous et en tout temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, une fois le parc, de casques déployé, tout le monde peut chausser un casque et soit réaliser une formation, soit réaliser une découverte, soit le faire seul, soit le faire à plusieurs dans le même environnement. On peut même immerger le formateur en simultané avec les autres apprenants et le formateur accompagne les apprenants dans l'environnement. Il n'y a plus de notion, de régionalisation ou, de formation à tel ou tel endroit. On peut le faire et il n'y a plus non plus de notion de décalage horaire. En fait, le dispositif est permanent et donc il permet en fait de se connecter, live en permanence. Ce qui est intéressant également, c'est peut-être un aspect complémentaire de ce type de dispositif, c'est la capacité de ces dispositifs à être inclusifs. Inclusifs au sens du handicap. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ayant un handicap, ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons, d'organisation, véritablement découvrir au 100 de leur entreprise, et 100 des environnements, dans lesquels l'entreprise,
travail. Et le casque de réalité virtuelle permet effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de partir en immersion et de proposer pour une personne, par exemple, une personne à mobilité réduite, de pouvoir effectivement fréquenter la plateforme offshore de la même manière qu'un valide. Ceci pour comprendre son métier, comprendre pourquoi effectivement elle doit réaliser telle ou telle action. Si elle est par exemple au service achat, ça peut être très intéressant de savoir ce que j'achète, à quoi ça sert, comment c'est utilisé sur place, et donc comment j'optimise mes cahiers des charges achats pour une meilleure qualité sur le terrain. Mais c'est aussi permettre l'inverse, hein, c'est aussi permettre à des personnes dites valides de vivre un handicap et de mieux comprendre la vie de leurs collègues lorsqu'ils sont au travail. Pour une personne, par exemple, qui aura une cécité, une personne qui aura une surdité. Euh, Ce type de dispositif permet également, effectivement, de prendre la place de l'autre. On va passer à la diapo suivante. Alors, autre élément important de la qualité de la réalité virtuelle, c'est sa capacité aussi, du coup, à diffuser des standards qualité en formation. Puisque quand on organise un plan, par exemple, un plan de formation monde, effectivement, on va devoir organiser différents présentiels avec différents formateurs qui vont tous réaliser une forme d'adaptation de la formation, avec tous des compétences en pédagogie ou métiers différentes. Et donc, il peut y avoir effectivement une perte par rapport à l'esprit de ce que l'entreprise souhaitait faire passer auprès de ses collaborateurs. Et donc là, la réalité virtuelle va permettre effectivement sur ces dispositifs de créer un véritable standard et une approche qui sera rationalisée et toujours la même, dans un but véritablement de qualité de la formation. Voilà, ça permet aussi de fixer un peu ces standards dans le temps parce que on voit hein, dans certaines entreprises des savoir-faire disparaître. Si une activité est mise en pause pendant, ça peut arriver hein, pendant quelques années, voire dizaines d'années, c'est compliqué de repartir sur les bons standards qualité. Donc voilà, le fait de créer un contenu en réalité virtuelle, ça permet de diffuser à tout le monde les bons procédés et de les maintenir dans le temps. Donc sur la partie des coûts de formation, on avait eu un peu une question sur les retours sur investissement. Alors, le retour sur investissement, il se calcule, de manière un petit peu différente, pour chaque, projet de réalité virtuelle. Mais il y a quand même des grandes métriques, qui permettent de s'assurer, à l'avance, du retour sur investissement. Donc, il y a quand même la partie le nombre d'apprenants où c'est un peu le taux de turnover qu'on peut avoir sur un métier. C'est un peu une garantie d'un retour sur investissement puisque, le contenu de formation, le contenu en réalité virtuelle, on le crée une fois, on investit une fois au démarrage pour créer l'expérience en réalité virtuelle et ensuite, le coût de diffusion est très, très faible. Ça peut être juste d'acheter, un casque de réalité virtuelle et et ça permet de former des nouvelles personnes. Donc voilà, à partir du moment où on sait qu'on a un nombre d'apprenants, important, on peut avoir, un bon retour sur investissement. Ça permet aussi de réduire la durée de la formation. On a vu aussi dans l'étude PwC dont on parlait au début, mais on le voit aussi nous avec nos clients, hein, que la réalité virtuelle permet de réduire le temps par deux ou plus sur les parties concernées de la formation, les parties qui sont traitées en réalité virtuelle, notamment dans le cas d'apprentissage sur des cycles ou des procédures répétitives. Ça réduit l'immobilisation des moyens humains et matériels. Alors, dans l'industrie, on aime bien que les machines servent à produire, plus qu'à former. D'autant plus que quand on a besoin de former des gens, c'est généralement qu'on a besoin de main-d'œuvre et pour produire. Donc, si on doit immobiliser des moyens, que ce soit des experts et des outils pour former,
on perd énormément en productivité. Donc, ça permet de réduire drastiquement ces coûts-là, qui sont liés à la formation. Bien sûr, il y a les accidents et les incidents, puisqu'on intègre ces éléments-là au scénario de formation, on intègre la partie sécurité. Et puis, comme on a vu, ça permet d'améliorer les standards qualité à l'échelle de l'entreprise, qu'elles soient implantées dans diverses régions ou divers continents. Donc voilà, tous ces facteurs de retour sur investissement. Mais bien sûr, c'est pas les seuls bénéfices qu'on peut tirer d'expériences en réalité virtuelle. Euh, et c'est justement ce qu'on a vu. Alors, c'était pas forcément des bénéfices qu'on avait attendus en premier lieu, mais finalement, on s'est rendu compte que les outils qu'on crée en réalité virtuelle, finalement, étaient aussi utilisés comme un peu comme des outils marketing. Les entreprises aiment montrer qu'ils ont passé le cap de la réalité virtuelle, qu'ils utilisent des nouvelles technologies, qu'ils améliorent les conditions de travail et de formation de leurs employés. Euh, et en fait, la communication se fait naturellement sur ces initiatives-là. Donc, que ce soit pour les communautés locales qui sont implantées autour dans lesquelles s'implantent les entreprises. Au niveau de la région, les entreprises, grâce à ces outils-là, peuvent recruter des profils un peu plus larges que ce qu'ils avaient prévu à la base. Alors, je pense au cas de l'industrie parce qu'on a pas mal d'exemples là-dedans, mais des entreprises qui ont pu recruter des profils qui ne seraient pas allés chercher naturellement. Voilà, ça donne une bonne image de l'entreprise localement, mais aussi à l'échelle nationale. Pour les clients de l'entreprise, c'est aussi intéressant de voir que l'entreprise utilise ces technologies-là. C'est un gage de qualité. Euh, voilà, donc ça, c'est plutôt des bonnes surprises. Alors, c'est pas là-dessus qu'on mise au démarrage du projet. On reste sur des choses qui sont mesurables à l'avance, qu'on peut prévoir en termes de ROI, mais ces éléments-là sont pas négligeables. Ils sont aussi des bénéfices importants. Voilà un peu pour conclure, et nous avons fait le tour en fait de nos apports théoriques sur le sujet. Je vous propose rapidement de voir quelques cas pratiques et de les commenter, et puis ensuite nous laisserons quelques minutes ouvertes au questionnement. Voilà, on a parlé pas mal de Bridgestone, donc ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille avec Bridgestone sur la création de contenu en réalité virtuelle. On avait commencé avec un premier module de formation à la fabrication de pneus avec l'usine française. Ensuite, ça a plu, on a créé une version pour une usine en Espagne. Avec l'Espagne, on a enrichi avec des nouveaux scénarios de formation sur l'inspection qualité avec énormément de défauts qu'il faut être capable d'identifier sur des pneus virtuels pour être capable de les mettre au recyclage ou à la réparation. Ça permet voilà, cet outil-là permet de gagner énormément de manière, voilà, Bridgestone nous a communiqué un retour sur investissement équivalent à 1 million d'euros sur une seule usine en un an. Sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà déployé sur 4 usines et on parle maintenant de déployer sur toutes les usines d'Europe et d'Afrique et de Moyen-Orient, qui représenterait une quinzaine d'usines. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. 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 Ce qui est intéressant, juste peut-être de mentionner, c'est le fait aussi que ce dispositif-là est utilisé en blended learning, en fait. Hein. On l'a vu dans la petite vidéo que je viens de diffuser, où en fait des apprenants, enfin le dispositif est vraiment intégré dans un parcours de formation très complet, en fait. Hein. Tout à fait. Donc oui, c'est une formation qui dure 4 mois chez Bridgestone. Donc à l'origine, elle durait 4 mois. Ils ont réussi à la réduire à 2 mois grâce aux outils numériques. Un second cas pratique dans le domaine de la logistique. Alors en fait, il s'agit même de plusieurs expériences que nous avons menées. Alors, d'abord, vous voyez dans la partie basse de la diapositive un premier visuel. Donc il s'agit là de simulateurs de conduite d'engin
développé chez Audace, de catégorie 3, de catégorie 5, où l'on peut vivre les expériences de conduite, la préparation aux examens du CACES et également des situations incidentogènes qui sont liées à l'environnement ou qui sont liées à des conditions spécifiques, des aléas liés effectivement à la conduite. La seconde diapositive que vous voyez sur le haut, c'est un dispositif qui est en cours de conception, que nous réalisons pour un collectif de centres de formation dans le domaine de la logistique. Et je ne vous en dirai pas plus, mais qui sortira l'année prochaine et qui s'avérera être un quasi métavers du monde de la logistique avec l'immersion d'apprenants dans un monde réel, afin de faciliter aussi l'accès de ces apprenants à des environnements plus complexes qu'une simple halle avec quelques racks juste pour s'entraîner. Là, véritablement, ils sont dans un environnement qui est productif, avec multi-utilisateurs, multi-collègues, multi-engins. Je vais peut-être continuer sur cette diapo-là. Donc là, il s'agit en fait d'une condition d'utilisation de la réalité virtuelle dans un environnement qui était impossible à travailler en formation au réel, puisqu'il s'agit véritablement là d'habileté. La personne doit, via une perche aspirante, aller chercher des objets, ce qu'ils appellent les objets migrants, hein, donc ça peut être un petit boulon qui est tombé dans la piscine de la centrale nucléaire, et via en fait cette perche, on voyait la hauteur hein, du dispositif, donc c'est assez difficile à réaliser. Donc on va vraiment travailler l'habileté. Par contre, il est impossible de s'entraîner sur le site réel naturellement pour des conditions de sécurité nucléaire. Et donc là, on recompose totalement le site. La personne va réaliser des missions. On lui a créé également une fausse perche avec une résistance qui permet en fait d'avoir à peu près la même réaction que la perche naturelle qui, elle, est plongée dans l'eau. Donc, vous voyez, un bâton, quand vous essayez de le faire se mouvoir dans l'eau, il y a une résistance. Et bien là, de la même manière, voilà, on a recréé cette perche avec un matériel haptique qui permet de gérer son positionnement. Et on va vraiment s'entraîner à réaliser ces manipulations de manière extrêmement concrète et de manière au plus proche de la réalité. Voilà, on est vraiment dans la recherche de performance industrielle et de sécurité sur ce type de cas. Donc là, on était chez Orano, anciennement Areva, hein, c'est le nouveau nom de Areva, dans effectivement les services au nucléaire. Voilà, on travaille aussi avec SNCF qui nous a fait confiance pour travailler avec eux sur tous des scénarios en réalité virtuelle pour former tous les personnels à bord des trains sur les procédures de contrôle avant le départ. Donc il y a énormément de travail sur les portes, sur les alarmes, sur des essais dans le cockpit, sur de freinage. Euh, les trains, voilà. Donc c'est des conditions d'entraînement qui sont assez compliquées à reproduire parce que créer des pannes sur des trains qui sont prêts à partir, c'est pas évident et ça peut entraîner des complications. Grâce à ces scénarios-là, on peut générer des pannes et vérifier que le contrôleur est bien capable de comprendre l'origine de la panne et résoudre bien sûr le problème ou faire appel rapidement à un agent de maintenance si il peut pas résoudre lui-même la panne. Donc voilà, c'est un dispositif qui représente un gain de temps et d'argent très important pour SNCF. Peut-être un dernier cas de figure, Nathalie? Voilà, de la sécurité, de l'apprentissage de procédures, on en parlait justement tout à l'heure, faire d'une pierre deux coups. La consignation le travail sur des véhicules électriques nécessite de mettre en sécurité tous les appareils qui peuvent être chargés, les batteries, le moteur, les condensateurs. Donc, avec Renault, on a travaillé sur un module en réalité virtuelle qui comprend trois scénarios pédagogiques.
et qui va amener en fait l'utilisateur, alors bien sûr, à apprendre à maîtriser le processus de consignation électrique, donc avec des appareils assez, voilà, un peu complexes pour faire des mesures de tension sur les batteries. Mais en même temps, ça lui permet d'expérimenter le risque électrique. C'est ben, voilà ce qui se passe si tu n'avais pas mis tes gants, si tu n'avais pas porté ta veste isolante. Voilà, c'est des équipements qui contiennent une puissance électrique importante. Le risque est clairement engagé, que ce soit sur une électrisation, voire même sur une électrocution. Donc, c'est un dispositif itinérant. Le formateur se déplace avec une valise de matériel et va aller former des groupes de 10 personnes par demi-journée grâce à cette valise de matériel. Ça permet de former les opérateurs, voilà, à la procédure de consignation et à le travail en sécurité. Voilà, je vous incite naturellement à profiter des quelques dernières minutes pour poser vos questions via le chat, hein. Alors, le chat, vous y accédez par l'icône avec les trois petits points qui se situent normalement en haut à droite de votre interface. N'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez, à les formuler. Alors, naturellement, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous recontacter un peu plus tard si effectivement la nature de la question était trop confidentielle. Et nous y répondrons naturellement avec plaisir. Alors, nous attendons encore quelques minutes. Est-ce que vous avez une petite question rapide ou une interrogation, hein, ou un doute sur un élément qui vient d'être décrit? N'hésitez pas. En attendant, Jérôme, je pense qu'on peut peut-être juste aborder très, très, très brièvement le dernier cas d'usage. C'est juste parce que ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir au préalable. C'est le projet Vertexa, donc juste le décrire D'accord. en une. Alors là, effectivement, nous sommes dans un environnement thérapeutique. Alors, ça change beaucoup. D'abord, ce n'est pas du tout un environnement industriel. Et en plus, effectivement, nous ne sommes plus vraiment dans la formation. Là, nous sommes véritablement dans un traitement, hein, un protocole de soins que peuvent utiliser des personnes travaillant au contact de malades souffrant d'anorexie. L'idée est véritablement de travailler sur la cognition de ces personnes avec leur corps et puis de leur donner des notions, des pratiques, tout en les extrayant du monde réel qui est un monde dans lequel ils ont tendance un peu à souffrir. Là, on recrée en fait un environnement totalement virtuel, un peu onirique, dans lequel en fait ils vont être développés un ensemble de missions qui sont à réaliser par cette personne en réalité virtuelle. Ça permet, via cette ludification, de faire peut-être un pas de côté, un décalage qui permet de simplifier l'approche d'une notion qui serait mal vécue ou qui serait peut-être trop descendante et qui serait peut-être difficile à accepter par la personne. Voilà. Ce cas a été créé, en fait, nous sommes en fait dans la réalisation de cet outil, et Vertexa est un fork en fait créé du centre hospitalier d'Arras et de l'INSERM. Et c'est devenu en fait aujourd'hui une société qui commercialise cette solution. Alors, j'en profite, on a eu plusieurs questions. Hein. Donc, des personnes qui nous demandent si nous avons des exemples dans le tertiaire ou dans le secteur de la formation des langues. Comment utiliser cette technologie dans le scolaire? Est-ce que nos clients préfèrent utiliser la VR ou l'AR pour la formation des collaborateurs? Voilà. Et est-ce que l'on a une application qui permet à des techniciens de cabinet de GE de s'entraîner pour détecter les réseaux souterrains? Donc, voilà un petit peu les questions. Je vous laisse y répondre. Oui. Oui, alors dans le scolaire, oui, ça commence à arriver. Il y a des outils qui sont créés maintenant pour les centres de formation professionnels
des outils dédiés qui leur permettent d'expérimenter un peu leur métier pour lequel ils se forment via des scénarios bien spécifiques, hein. Donc on a des projets dans le BTP, il y a des projets dans la logistique, bon, avec toutes les conduites d'engins. Est-ce que ça va arriver dans les cursus généraux? C'est possible. Je sais j'ai croisé des gens qui travaillent là-dessus. Alors, faut que je retrouve, je crois que, leur nom, mais voilà, il y a des structures universitaires, mais aussi académiques, qui travaillent sur des contenus en réalité virtuelle scolaires. Pour la question des langues, alors oui, on travaille, on peut de plus en plus avec l'essor de l'intelligence artificielle, on peut créer des avatars intelligents qui vont être intégrés dans des modules de réalité virtuelle avec lesquels on va pouvoir discuter. Pas de problème pour les faire discuter en anglais ou dans d'autres langues. Et on va même pouvoir avoir des systèmes d'évaluation du langage. Donc oui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, on va de plus en plus toucher les soft skills. Ça peut être l'anglais, ça peut être le management, ça peut être la négociation. Il y a voilà, tout ce qui est mise en situation avec de l'humain. Ben, aujourd'hui, c'est possible grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Voilà, pour la question entre la VR et l'AR, en fait, il n'y a pas véritablement de préférence. En fait, il s'agit d'adapter le dispositif à la fois aux moyens et aux objectifs pédagogiques proposés dans le cahier des charges. La réalité virtuelle permet véritablement de partir, de s'immerger dans un environnement qui habituellement ne serait pas accessible ou difficilement reproductible. Ça peut être effectivement ou via des images 360 degrés, mais la plupart du temps, c'est quand même plus pertinent via en fait une reproduction en 3D des environnements. Et la réalité augmentée, elle est plus pertinente quand il s'agit de porter le message sur le terrain naturel. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure en sécurité incendie, je prends ma tablette et je vais créer des départs de feu dans mon bureau, dans mon couloir, dans mon atelier. J'ai la capacité de faire ça avec une tablette en réalité augmentée. Et là, effectivement, ça prend tout son sens puisqu'on doit apprendre finalement un, un protocole qui est universel pour tous, et en même temps, on souhaite le faire dans chacun son propre environnement. Donc là, la RA, c'est véritablement plus pertinent que certainement la VR. Maintenant, il existe des dispositifs qui vont dans les deux sens. Encore une fois, quelle est la cible, quels sont les objectifs pédagogiques? Est-ce qu'il y a un formateur qui pilote tout ça ou est-ce que le dispositif est autonome? Voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser, toujours ces questions de fond qui sont celles de la nature et de la qualité du cahier des charges. Voilà, juste par rapport à la réalité virtuelle ou en tout cas l'immersive learning dans les cursus scolaires, il y a la DRAN qui porte ces sujets-là, donc la direction régionale académique du numérique éducatif. Donc il y a des équipes dédiées à la création de contenu en réalité virtuelle euh, pour la formation. Voilà, donc on avait une question justement sur comment l'utiliser dans l'enseignement des mathématiques. Donc peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez réagir là-dessus. On pourrait brainstormer sur le sujet, effectivement, c'est un challenge. Généralement, quand on a un projet comme ça avec des objectifs, ça part toujours par un moment d'échange et de co-conception. On est experts des technologies, de la réalité virtuelle, des moyens de programmation, de l'intégration avec d'autres éléments web, des éléments physiques. Mais on a besoin de travailler avec des experts. Bon, alors on s'y connaît un petit peu en mathématiques, hein, parce qu'on a tous fait un petit peu, au moins des cursus scolaires. Mais voilà, comment l'utiliser dans l'enseignement des mathématiques, c'est à concevoir pour comprendre dans quel contexte ça va être utilisé. Est-ce que c'est dans une salle de classe? Est-ce que c'est dans des moments, dans des événements? Voilà, tous ces éléments-là doivent être réfléchis pour retrouver la bonne façon de faire un contenu.
Il nous reste Voilà. 2 questions sur une application qui permettrait à des techniciens de géomètres, de cabinets de géomètres experts de s'entraîner pour détecter des réseaux souterrains. Donc ça, je vous laisse y répondre. Et avec quel logiciel vous réalisez la création de contenu? Alors en 2 minutes, ça va être un gros challenge de, de trouver la solution. Non, mais ça, c'est des sujets, effectivement, et à partir du moment où c'est complètement en relation avec un environnement virtuel ou un environnement réel dans lequel on va pouvoir faire apparaître euh, des scénarios de travail. Je pense que ça mérite de s'y pencher, de prendre un rendez-vous pour voir quels sont les attendus pédagogiques, pour qui, dans quel contexte. C'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'avoir une piste de solution sur lequel on va construire en fait et poser un cahier des charges en fait. Et je dirais en plus, il faut véritablement que vous ayez bien en tête votre objectif, c'est-à-dire soit l'objectif est un objectif véritablement de formation, c'est-à-dire comment j'apprends à repérer, et donc je vais devoir utiliser des outils, et j'apprends à utiliser ces outils par rapport à des scènes ou une complexité liée à un trottoir, une zone tout à fait spécifique. Et là, vraiment, la VR, ça peut être parfait, mais on peut aller aussi sur ce type d'outils en réalité augmentée avec la récupération de l'ensemble des plans et leur modélisation et une restitution live, par exemple, avec une tablette. Je regarde, je vise un trottoir et effectivement, je vois tous les réseaux qui se situent dessous. Donc, il faut vraiment travailler l'objectif. Hein. Est-ce qu'on est plutôt dans la smart maintenance où est-ce qu'on est dans la formation? C'est des éléments importants. Mais On a effectivement, ça travaillé serait avec intéressant. GRDF sur des formations comme ça, sur la cartographie du réseau gaz. Mais voilà, j'imagine que les attentes ne seront pas les mêmes dans votre cas. Il y avait une question sur le logiciel qu'on utilise. Alors, on utilise principalement Unity pour programmer les scénarios de réalité virtuelle. En amont, on utilise aussi d'autres logiciels pour tout ce qui est création 3D, mais je pense que la question, elle tourne plus autour de la programmation. Donc Unity, c'est un logiciel qui permet de créer, c'est un moteur de rendu temps réel en fait. À partir d'éléments visuels 3D, on va programmer des scénarios avec des étapes, des interactions possibles, des fonctionnalités. Et c'est ça qui va générer en fait un visuel 3D évolutif qui dépend complètement de ce que fait l'utilisateur et qui répond à ce que fait l'utilisateur. Voilà. Et ce qu'on peut ajouter enfin, c'est que si vous avez du mal à définir et à décrire votre cahier des charges, Audace peut aussi vous accompagner dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et notamment vous accompagner par une ingénierie formation, en rencontrant vos experts, en discutant des moyens mobilisables sur le terrain, des moyens financiers, techniques, qualité mobilisables, et puis vous aider à bâtir le cahier des charges de cette expérience. C'est aussi des missions que nous pouvons réaliser, car nous savons que il y a un aspect technologique important en feedback, et donc voilà, ça peut être intéressant de travailler plutôt collectivement sur ce type de conception pour ne pas finalement recevoir des cahiers des charges qui sont soit non faisables, soit avec des choses qui ne sont pas pertinentes parce que effectivement il y avait peut-être des méconnaissances liées à l'usage ou aux technologies. J'en profite, je rebondis là-dessus, Jérôme, pour dire qu'on accordera un prochain webinaire sur le sujet, sur tout ce qu'il faut savoir pour concevoir un dispositif d'immersive learning, voilà, tous les bons tips à connaître, voilà, pour justement bâtir un bon cahier des charges également. C'est fait. Donc voilà. Écoutez, il nous reste à vous remercier, à vous saluer, et puis n'hésitez pas, encore une fois, il y a ici mon email, mon téléphone mobile direct, et donc n'hésitez pas à m'appeler si besoin pour poursuivre la discussion, si vous avez un projet pour qu'on puisse travailler avec Yann sur sa définition et puis pourquoi pas sa réalisation. Merci à tous et bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.